la chronique du clic au déclic. Aujourd'hui, on parle de... oui, aujourd'hui, on parle de comment on peut faire pour nourrir l'estime personnelle de nos enfants pour qu'ils puissent augmenter le meilleur d'eux-mêmes. En fait, euh, voir le meilleur d'eux-mêmes quand ils sont enfants, mais aussi une fois rendus adultes. Et pour en parler, je reçois la belle Claire Pimparé. Bienvenue, Claire. Merci de l'invitation. C'est un sujet, évidemment, qui me passionne parce que ça commence très, très jeune. Hein? Je pense que je dirais que la première chose à faire, c'est de travailler sur soi-même en tant que parent, parce qu'on dit toujours de s'élever avant d'en élever un autre. Mais c'est important de travailler sur soi, à savoir, nous, où elle se situe notre confiance en nous. D'abord, comme parents, souvent, ils vont remettre en question, ils sont nerveux. Est-ce que je vais être un bon parent? Déjà là, il faut répondre oui, parce qu'on va donner le meilleur de soi, parce qu'on aime inconditionnellement et on ne le sait pas tant qu'on l'a pas pris dans nos bras. La première fois qu'on le regarde, on fait, OK, là, maintenant, je suis maman ou papa pour la première fois. Et cet être-là a confiance en vous, en partant. Et plus il grandit, plus il va faire ce que vous faites parce qu'il a confiance en vous. Alors, ça commence là. Mais ça commence aussi très jeune par rapport aux responsabilités. Plus tu donnes de la responsabilité à un enfant, plus il est fier de te montrer qu'il est capable de le faire. Puis plus lui, il va développer sa confiance en lui puis son estime de soi. Et ça commence très jeune par plein de petites choses. L'autre jour, j'étais chez ma fille, Myriam, puis Kishan, pendant qu'on discutait, elle dit, maman, où est-ce que je vais? Elle voulait jeter des trucs. Myriam a dit, la poubelle, il n'y a pas de sac. Prends un sac, je vais m'en occuper. Je parle avec mamie. Mais le temps qu'on faisait ça, je la regardais du coin de l'œil, puis elle est très débrouillarde. Elle a 5 ans, mais elle aime s'occuper parce qu'on y en a donné depuis très, très jeune des responsabilités. Pendant qu'on jasait, elle a trouvé le sac, elle l'a mis dans la poubelle, elle a tout organisé ça. Et ça, pour moi, quand je la regarde, je fais, elle a confiance en elle. Elle est capable de prendre des initiatives, elle est capable d'aller au-delà de ça. Et tu sais, moi, j'ai rencontré un professeur, le premier professeur, parce que là, c'est la rentrée scolaire, comment est-ce que c'est, les parents sont tous énervés. Et j'ai compris, mais en même temps, si tu as donné à ton enfant la chance d'être responsable jeune, il va arriver à l'école avec un bagage incroyable. Et je regardais un de mes enseignants, le premier enseignant de mon fils le plus vieux, qui a 37 ans, 7 ans, et évidemment, il est à la retraite aujourd'hui. Mais je me rappelle quand on était tous assis dans la classe, elle a dit, bon, là, les parents, je vais vous dire quelque chose. Votre enfant, quand il va arriver à la maison, il va avoir son sac, ses devoirs et ses leçons. Là, il a dit, je vais vous répéter parce que vous n'avez pas compris. Il va avoir son sac, ses devoirs et ses leçons. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quand il va arriver à la maison, est-ce que c'est votre sac à vous, votre devoir et vos leçons? Non, c'est le sien. Alors, si en tant que parent, vous ouvrez le sac, puis vous vous dépêchez à le faire parce que vous voulez qu'il y ait un ange là, de coller parce que vous êtes un bon parent, bien, vous montrez à votre enfant que vous n'avez pas confiance en lui, qu'il n'est pas capable de le faire puis que vous allez le faire à sa place. Alors, comment développer cette estime de soi? C'est déjà de donner très jeune plein de petites choses à faire. Moi, très jeune, ils ont commencé à faire leur lavage. Remarque que c'est eux qui m'ont aidé, dans le sens qu'à un moment donné, j'étais tannée de ramasser leur linge. Puis j'ai fait, OK, qu'est-ce que je pourrais faire ça va les rendre responsables. C'est pas mon linge, là, c'est le leur. Alors, je disais, il y a un panier à linge. OK. Tout ce qui va dans le panier, moi, je le lave. Ce qui n'est pas dans le panier, j'en suis pas responsable. Alors, je lavais ce qu'il y avait dans le panier. Mais comme il y en avait plus autour, évidemment, je ramassais ça, je mettais ça dans un sac vert, puis je montais ça au grenier. Hey, au bout d'un temps, maman, j'ai plus de linge. Maman, ce qui est mon linge? Est-ce qu'il était dans le panier de lavage, ton linge? C'est ça. Moi, j'ai lavé ce qu'il y avait dans le panier de lavage. La balance, c'est pas mon problème. C'est pas ma responsabilité. Ta chambre, c'est pas ma responsabilité. Et c'est là qu'il faut commencer très jeune. Dans plein de petites choses, comme une chose qui est très importante, la confiance en soi. Moi, j'ai dit aux enfants très jeunes, j'ai confiance en vous.
La journée où j'aurai pas confiance, c'est parce que vous allez avoir fait quelque chose qui va faire que ma confiance, elle n'existe plus. Penses-tu justement que si on compare avec le passé, où est-ce qu'on avait des grandes familles, où est-ce que peut-être que l'attention était plus diluée auprès de nos enfants, mais il y avait une grande fratrie aussi auprès de la famille. Par rapport à aujourd'hui, où est-ce qu'on a un, deux enfants, est-ce qu'on donne trop d'attention, est-ce qu'on les responsabilise moins? C'est quoi la différence qu'on peut observer si on compare? Écoute, moi, je pense qu'à l'époque, je ne pense pas que ça soit le fait qu'on ait... Écoute, même si on était 9 enfants chez nous, entre frères et sœurs, on s'élevait. OK? Puis ensuite, les conditions de cette époque-là, moi, j'ai ça dans mon temps, où les conditions étaient différentes. Ça ne se compare pas. La vie n'était pas la même pour les parents. Nous autres, on rentrait à la maison. Nos parents étaient à la maison. On n'avait pas une clé dans le cou, on n'était pas au service de garde, on n'était pas à l'école 12 heures par jour. Là. Ça se compare pas. La vie des parents d'aujourd'hui, ça ne se compare pas non plus. Moi, je pense qu'un enfant ou deux à la maison, c'est pas le fait qu'on les responsabilise moins, c'est le fait qu'en tant que parent, vous avez des journées débiles. C'est des journées de fou. Vous travaillez, vous avez des responsabilités qui sont énormes sur vos épaules. Financièrement, c'est plus comme c'était. Les besoins sont complètement différents. Donc, on n'a pas à se culpabiliser en tant que parent parce qu'aujourd'hui, mais on surprotège peut-être un peu plus, mais c'est parce qu'on est inquiet un peu plus comme parent, parce que pour toutes les raisons que je viens de nommer. Tu sais, c'est sûr que si ton enfant est au service de garde, puis toi, il faut que tu ailles le chercher à 5h30, puis tu finis à 5h30. Écoute, qu'est-ce que tu veux faire comme parent? Tu peux pas faire des miracles. Fait que, puis tu peux pas dire je laisse mon enfant à 5 ans toute seule non plus. Puis tu n'as pas les moyens de trouver une autre gardienne parce que tu as payé le service de garde, tu as payé les affaires, puis c'est très différent. On ne peut pas comparer. Moi, je veux pas que les parents se sentent coupables ou responsables aujourd'hui de ne pas d'avoir de la difficulté à rendre leur enfant responsable. Oui, vous les surprotégez. C'est vrai. Ça, je le dis, là, ça n'a pas de bon sens, là. C'est rendu qu'un enfant, puis l'autre fois, c'est ça. Ça se peut plus, là. Les casses, les coudes. À un moment donné, vous allez les envelopper pour qu'ils dorment au cas où ils tombent en bas du lit. Tu sais, too much is too much, là, tu sais. À un moment donné, laissez-les tomber, laissez-les se relever, laissez-les vivre leurs affaires. Mais aussi, je comprends que vous achetez en quelque part, un petit peu de répit, de moment. Puis ensuite, c'est très difficile pour les parents parce que, et pour tous les gens qui entourent les enfants aujourd'hui, parce qu'avec les familles reconstituées, c'est déjà compliqué de parler avec un parent. Imagine-toi quand t'en as 4. Tu sais, c'est très difficile. Fait que c'est pour ça qu'il ne faut pas comparer. C'est plus difficile aujourd'hui de responsabiliser les enfants dans le contexte dans lequel vivent les parents. Mais faites attention, responsabilisez pareil, donnez-leur la chance d'être des enfants autonomes, des enfants débrouillards. Et plus, écoute, moi, à 12 ans, je gardais. Pourquoi qu'aujourd'hui, un enfant à 12 ans ne peut pas garder, puis ça, il prend un cours de gardienne avertie, puis un cours de premiers soins? Voyons donc. Faites confiance aux enfants. Il y a ça aussi. Moi, je trouve qu'on ne fait pas assez confiance à nos jeunes. Ils sont trop jeunes. Non, ils ne sont pas trop jeunes. Ils sont capables. Ma fille, à 16 ans, est en appartement. Tout le monde me disait, voyons, Claire, 16 ans. Mais oui, mais j'étais en appartement à 16 ans. Pourquoi elle serait plus d'homme que moi, puis elle ne pourrait pas l'être à 16 ans? Puis ça a été l'année où elle a été le plus responsable. Pourquoi? Parce qu'elle était tellement fière d'être en charge de ses affaires. Écoute, elle m'appelait, elle me dit, maman, inquiète-toi pas, là, si je dors chez un ami, là, ce soir, si t'appelles, je serai pas là. Mais je dis, Myriam, t'es en appart, t'es pas obligée de m'appeler. Oui, mais elle dit, au cas où t'appelles. C'est comme si je lui avais donné la clé de dire, j'ai tellement confiance en toi que oui, t'es capable. Ça a été l'année où elle était le plus responsable. Wow. Tu es très impliquée aussi dans le système scolaire, dans les écoles du Québec. C'est quoi le regard que tu poses là, sur notre système scolaire? Écoute, en général, d'abord, quand tu as passé 3 mois à Haïti dans le séisme, puis que tu vois qu'il y a 2 classes de société, il y a les riches et les pauvres, et que tu t'aperçois que les riches sont à l'école parce que là-bas, il n'y a pas d'école publique, et que tous les pauvres sont dans la rue, tu reviens ici, puis tu te dis, mon Dieu, qu'on est choyé parce que en 2012, il y a eu 75 625 signalements d'enfants au Québec. Ces enfants-là sont dans les écoles publiques.
Ils ne sont pas dans la rue. Ils sont encadrés pendant la journée. Une école publique, c'est se donner le droit d'avoir une éducation, quel qu'il soit. Oui, il y a des choses à améliorer dans l'école publique. Je suis bien d'accord avec ça. Mais moi, là, en tant que porte-parole de l'ASPEP, de la semaine pour l'école publique, j'invite pas les gens à aller voir un salon de l'habitation ou autre. Là. C'est autre chose, c'est un cheval de bataille. J'essaie de faire prendre conscience aux gens que oui, des fois, vous dites ça coûte trop cher, la rentrée scolaire. Oui, il y a ça, mais si demain matin, là, on n'a pas de classe moyenne de société qui crée l'équilibre dans une société, si on n'a pas cette école publique qu'on s'est donnée, où sont tous les enfants qui sont dans les écoles publiques? Pensez-vous qu'ils vont être au privé? Non, oubliez ça, ils n'ont pas les moyens. Si vous dites que vous n'avez pas les moyens d'entrer votre enfant dans une école publique, pensez pas à l'école privée. Donc, l'éducation qu'on reçoit dans nos écoles publiques, elle est exceptionnelle. Et on oublie ça. Pourquoi? Parce que c'est toujours la même chose. On prend pour acquis ce que l'on a au lieu d'apprécier. Mais dites-vous, demain matin, il n'y en a plus d'école publique. Où va votre enfant? Puis commencez à regarder votre budget, puis vous allez dire, mon Dieu, comment ça se fait qu'on n'a plus notre école publique? C'est le gros bon sens. C'est juste le gros bon sens. Puis je pense qu'il faut qu'on commence à parler positivement de ce qui se fait dans nos écoles parce qu'encore une fois, on parle toujours de ce qui va pas bien. Donc, on revient avec l'estime de soi. Quand on met sur la table puis on dit à notre enfant, regarde tout ce que tu as fait de bien ce mois-ci, il va réaliser que ces petits échecs, il n'y en a pas tant que ça. Puis il va vraiment voir ce qui va bien. Puis c'est la même chose dans tout. Quand un enfant vous parle, écoutez-le. Le silence est d'or. Écoutez. Parce que si vous écoutez, vous lui montrez qu'il est important pour vous. Mais non seulement ça, c'est que ce qu'il dit est important pour vous. Il est intelligent. Donc, il va développer sa façon d'analyser les choses. Si il parle avec vous, moi, des fois, je disais, c'est parce que ce que tu viens de me dire, je suis pas certaine dans l'état où tu es actuellement, parce que tu es en colère, que c'est vraiment ça que tu veux dire, ou à ta sœur, ou à moi. Donc, si tu prenais juste un temps, va prendre une marche, reviens, on va s'asseoir, puis on va en discuter. Vous allez voir que la conversation va être complètement différente, parce qu'il va avoir pris un recul. Et moi, je dis que la confiance en soi ou l'estime de soi, c'est quand on respecte l'autre en passant. Et si on respecte un individu, qu'il soit notre enfant ou quelqu'un avec qui on travaille ou dans la famille ou peu importe, si on le respecte, on prend le temps de l'écouter et qu'on le regarde dans les yeux, en quelque part, on lui dit « tu m'intéresses ». J'ai envie d'apprendre de toi, peu importe l'âge, parce que moi, mes plus grands maîtres ont été des enfants. Ça, c'est clair. Et j'en ai eu, écoute, je suis allée à l'école supérieure, j'ai fait un doctorat avec ce que les enfants m'ont appris. Si on continue dans l'angle des écoles avec les professeurs, là, moi j'entends que tu nous parles du respect, tu nous parles de regarder, de prendre positivement ce qu'on a au lieu de prendre pour acquis ce qui est là. Est-ce que tu as l'impression que tous les profs font ça? En majeure partie, je te dirais que la plupart des enseignants qui arrivent dans nos écoles, d'abord pour eux autres, ils sont en état de choc. Et en état de grande surprise, parce que pour avoir fait des ateliers avec des jeunes enseignants de l'Université Laval, c'est beau la théorie à l'université, mais quand tu arrives avec la pratique puis tu as 30 êtres humains devant toi, parfois, si tu vas, je parle à la Petite Bourgogne, qui est une école exceptionnelle à qui je donnerais 100 millions de médailles, moi. Tu arrives dans une classe de 30 êtres humains, qui souvent, quelques-uns ne parlent pas le français. D'autres, évidemment, on le sait qu'il y en a qui déjeunent pas. Mais il y en a qui se passent une botte, une paire de bottes. Une semaine, c'est le frappe, une semaine, c'est l'autre. On n'est pas conscient de la réalité de 30 êtres humains dans une classe. Et quand je parlais aux étudiants, je disais, tu sais, en tant qu'enseignant, c'est très difficile pour un enseignant d'arriver puis de dire, moi, je suis là pour enseigner, mais c'est pas ça que j'ai à faire. J'ai à éduquer, j'ai à comprendre, mais je peux pas toucher aux enfants, je peux pas les prendre dans mes bras, je peux pas les consoler, je peux pas, faut juste que je les regarde, que je les parle, puis je leur parle, puis que je le dis. C'est très difficile d'enseigner en 2015. Les gens, ils ont aucune idée. Et souvent, ceux qui prennent les décisions, puis là, je vais me faire brasser un peu, mais c'est pas grave, c'est des fonctionnaires qui ont pas mis les pieds dans une classe depuis les 15 dernières années. Comment peuvent-ils savoir ce qui se passe dans une classe et prendre des décisions? À ce niveau-là,
Je comprends beaucoup les enseignants. Puis l'autre chose aussi, c'est qu'un enseignant, moi, je leur disais en atelier, je disais, on va faire les feux de circulation. Puis ça, les parents, là, faites-le parce que c'est important. Je disais, il y a des feux rouges, jaunes et verts. Quand les enfants entrent dans la classe, dites-leur, moi, je ne sais pas comment ça a été chez vous hier. Fait que si vous mettez un feu rouge, moi, je suis le prof, je regarde, je fais, oh, un feu rouge. Bon, ben je vais le laisser tranquille, je vais attendre qu'il passe au jaune ou au vert. Je ne sais pas ce qui s'est passé la veille chez lui, cet enfant-là. Mais je vais le laisser tranquillement décanter. Et là, je vais aller vers ceux qui ont des feux verts. Puis les feux jaunes, oups, ça passe à un feu vert. Ah, bon, ben il est maussade, mais là, il est correct. C'est ce que j'appelle la communication respectueuse, silencieuse. Et toi, en tant qu'enseignant, tu as le droit d'avoir vécu quelque chose de dramatique chez toi la veille. Alors, mets un feu rouge, les enfants, ils font « Oh, elle a mis un feu rouge, on va se tenir tranquille, on va attendre qu'elle passe au vert. » Communication respectueuse, silencieuse, permet à l'enseignant d'être capable de dire « Cet enfant-là a vécu un traumatisme hier, je vais lui laisser le temps de passer au vert. Et s'il est encore au rouge à la récréation, je vais m'asseoir avec lui, puis je vais aller voir ce qui se passe. » Enseigner en 2015, c'est être psychologue, c'est être enseignant, bien sûr, mais c'est être philosophe, c'est être capable de... Écoute, c'est d'être infirmière aussi, parce qu'il y en a plein là-dedans. C'est être à l'écoute. C'est tous les métiers regroupés en un. Et c'est sans compter, parce que je dis toujours à l'enseignant, le parent, quand il va arriver en début d'année, assois-le sur pas une chaise d'enfant là, qui a 3 ans. Là. C'est un adulte qui connaît son enfant depuis 6 ans. Alors, il s'en vient te le présenter. Donc, au lieu de dire ce que tu vas faire comme enseignement, dis-lui, parle-moi de ton enfant, présente-le-moi. Qui est-il? Ses talents, ses forces, ses qualités. Est-ce qu'il est timide? Comment est-il, ton enfant? Le parent, il est souvent surpris parce que quand tu arrives au bout de 3 mois, tu m'avais dit qu'il était timide. Il est toujours en avant, cet enfant-là. Notre enfant est très différent quand il est dans un autre contexte puis qu'il n'y a pas son parent autour. Et ça, je trouve que, comme parent, c'est une marque de confiance que de dire à son enfant, je te découvre. Tu m'épates. Je savais pas que tu étais comme ça. Mais c'est ça la fascination de permettre à quelqu'un d'autre de prendre en charge ton enfant pour lui apporter des outils supplémentaires, pour façonner sa personnalité, pour lui permettre de découvrir qui il est vraiment. Ah, moi, je savais pas que j'étais capable de faire ça. Ben non, parce qu'on le faisait à ta place avant. Aujourd'hui, c'est toi qui vas devoir le faire. Tu vois? Tantôt, tu as parlé de la gestion, Oui. juste un petit peu. Mais disons là, que ces gestionnaires-là, tu pouvais leur offrir 2 pistes de solutions. Tu parles de mes fonctionnaires? Tes fonctionnaires, oui, au niveau du système Oui. scolaire. Oui. Ça ressemblerait à quoi, ces C'est solutions-là? difficile d'en donner 2. Je sais pas, j'en aurais au moins 100 000. En fait, c'est que j'ai été au Conseil supérieur de l'éducation, moi, pendant 5 ans. Et je considère que tous ces gens-là qui travaillent pour amener des rapports ou encore les fonctionnaires qui vont demander à des enseignants de se présenter dans des comités pour arriver puis parler de leur vécu, je voudrais que les fonctionnaires s'assoient et ne prennent pas le vécu des enseignants pour le mettre sur sa tablette, mais qu'ils prennent en considération parce que c'est eux qui sont dans l'action, c'est eux qui sont dans le vécu, c'est eux qui vivent avec, puis c'est eux qui savent qu'est-ce qu'ils pourraient améliorer. Donc, c'est pas parce que tu es dans un bureau du gouvernement, au ministère de l'Éducation, que tu as nécessairement la réponse. Tu l'as pas parce que tu n'es pas dans le vécu de l'histoire. Et moi, je pense que la première chose que je pourrais leur dire, c'est soyez d'une grande écoute envers ceux qui sont dans l'action, qui ont le vécu. Sur le terrain, tout à Oui. fait. Claire, Oui. on peut pas parler à Claire Pimparé sans parler de Pascaro. Ah, Hein? grand-maman Pascaro, oui. Ah, c'est grand-maman Pascaro. J'attends mon 5e petit enfant en janvier, ouais, déjà. Mais Pascaro, là, moi, j'ai vu des femmes te rencontrer puis se mettre à pleurer parce que... Tout moins de ça, toi. Oui, quand Ok. tu as donné des conférences, j'ai vrai. vu ça. Puis je me disais, waouh, quel impact Pascaro a eu dans la vie de certaines personnes. Si tu prends du recul, es-tu capable d'expliquer pourquoi Pascaro a eu un impact comme ça dans la vie de ces gens-là? D'abord, je pourrais dire que c'est une histoire d'amour inconditionnel, ça. J'ai l'impression
que les gens qui ont 35, 40 ans, 42 ans, ceux qui ont 42 ans aujourd'hui avaient 4 ans, 5 ans, 6 ans. Donc, c'était vraiment le premier public. Aujourd'hui, souvent, oui, effectivement, ils prennent du temps, ils m'écoutent, ils vont faire « Oh mon Dieu, j'entends sa voix. Oh mon Dieu, c'est elle. » Et là, il y a une émotion qui leur vient, qui est probablement l'émotion la plus pure parce qu'ils se retrouvent à 4 ans. Et je pense que c'est ça qui leur font monter les larmes aux yeux. C'est moi, il y a des témoignages que j'ai eus. C'est de dire, écoute, quand j'arrivais de l'école, t'étais mon ami, t'étais ma sécurité. J'aurais voulu t'avoir comme maman. C'est très touchant ce qu'ils te racontent. C'est très touchant, c'est très émouvant. Puis il y a des choses aussi qui sont très dramatiques. Il y en a qui m'ont confié, écoute, les seuls moments où je me faisais pas battre ou ce que j'étais pas abusée, c'est quand c'était passe-partout. Donc, j'étais pour eux le moment de sécurité. Et comme je leur disais déjà dans passe-partout, t'es capable. Moi, j'ai confiance en toi. Ça fait longtemps qu'on leur dit qu'on les aime puis qu'on a confiance en eux, tu sais. Et je pense qu'on est peut-être les personnes... moi, je me vois chez des amis lors d'un souper et les enfants sont dans le salon en train d'écouter Passe-Partout. Puis tout à coup, je me retourne puis j'en vois 2 qui me répondent. Je suis en train de faire l'émission. Puis là, ils me répondent, mais non, parce que Caro, je te l'ai dit. Puis là, je fais, mon Dieu, il me parle! Il me parlait à la télé. Puis là, j'étais là... Wow! C'est comme j'avais réalisé là que s'il y avait un impact assez particulier, au même titre où, à un moment donné, j'ai un enfant en phase terminale qui veut me rencontrer et qui a été le premier maître qui m'a appris la mort, qui m'a appris à apprivoiser la mort. Et j'avais 24 ans et je l'avais dans mes bras et écoute, c'est un moment tellement émouvant et tellement touchant. Puis je me rappelle après, j'étais dans le stationnement, puis je pleurais tellement, puis je disais, mon Dieu, pourquoi j'ai dit oui? Puis je l'ai fait après pendant 30 ans, tu sais. Parce que la mort, c'est tellement un beau passage. Et le seul message que je peux dire aussi dans cet apprentissage-là, de ce personnage-là, c'est que je ne peux que remercier le ciel parce que non seulement c'est un beau personnage, mais c'est un personnage qui a apporté, sans que je le sache, tellement aux enfants. Et aujourd'hui, maintenant qu'ils sont adultes, ils ne sont pas obligés de nous le dire, mais je reçois cette émotion-là comme un grand cadeau. Mais en même temps, il faut que je remercie à chaque instant le ciel de m'avoir permis de vivre ça et de m'avoir permis d'apprendre. Parce que j'aurais pas appris à apprivoiser la mort, j'aurais pas appris tout ce que j'ai appris. J'ai eu pendant 7 ans 30 enfants démunis chez moi à la ferme. Les enfants qui ont été à ce passage-là et tous ceux qui écoutent puis qui sont venus à la ferme, merci parce que vous avez tous été des grands maîtres. Et c'est comme ça la vie. La confiance en soi, c'est quand tu permets à quelqu'un, peu importe son âge, de dire « j'aimerais ça apprendre de toi ». C'est comme si Pascaro a permis à Claire Pimparé aussi de grandir comme humaine puis d'ouvrir son cœur à tout ce qui était là. Hein? Oui. Je pense qu'on est un peu des jumelles. C'est bon. C'est bon. Pour tous les parents, Claire, qui écoutent là en ce moment puis qui se disent moi mon enfant a un grand manque de confiance en lui-même. J'aimerais tellement ça que Claire nous donne des trucs, des conseils. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider notre enfant à augmenter la confiance en lui? Bon, j'ai écrit un livre en passant que vous pouvez aller chercher parce que ça s'appelle « Ces parents que les enfants sont en droit d'avoir pour la vie ». Là-dedans, il y en a plein. D'ailleurs, j'ai rencontré quelqu'un hier qui m'a dit « Mon Dieu, le livre a été une thérapie pour moi ». Donc, c'est les éditions Un monde différent. Le conseil que je peux vous donner, c'est que d'abord, vous êtes le parent de l'enfant. Vous êtes le seul parent que l'enfant va avoir, biologique, celui, vous l'avez conçu. Quand vous adoptez un enfant, vous permettez à cet enfant-là vous permettez à cet enfant-là de dire tu as le droit d'exister, d'avoir de l'amour inconditionnel. Tous les gens qui prennent un enfant par la main, déjà là, en partant, vous donnez à cet enfant-là la chance de dire « Moi, j'ai confiance en toi, je vais t'amener vers la vie ».
Le conseil le plus important, ne doutez pas de votre capacité d'être un parent. Vous êtes le meilleur parent du monde. Les erreurs que vous allez faire, ils vont juste vous amener à aller plus loin. Puis vous faites pas d'erreur. Vous faites ce que vous croyez être le mieux. Donc, dites-vous déjà en partant, ayez confiance en vous, ayez l'estime de vous-même, parce que vous êtes merveilleux. Et c'est ça qui est le plus important. Ne doutez jamais de qui vous êtes. Parce que pour l'enfant qui est à côté de vous, si vous saviez ce que vous représentez, il n'y a pas assez de mots, l'enfant, pour vous le dire. Alors, quand il s'accroche à votre cuisse comme un scotch tape, là, il est en train de vous dire, tu sais, là, je t'aime tellement, là. Et quand il pleure ou qu'il est en colère, là, c'est qu'il n'est pas capable de vous démontrer à quel point, des fois, lui se sent coupable de vous avoir déçu aussi. Alors, le conseil le plus important, aimez votre enfant, simplement. Et si vous l'aimez, vous allez faire de la discipline parce que la discipline, elle est importante dans la vie d'un enfant. Ça prend des balises, ça prend des règles et l'enfant, à travers ça, va être en mesure lui-même après de s'en fixer des balises et des règles. Alors, un parent, il a le droit de prendre aussi un petit break quand vous finissez de travailler. Vous n'êtes pas obligé de le dire au monde que vous allez prendre une petite marche de 15 minutes avant d'entreprendre votre deuxième travail. Allez marcher, décompresser, rentrer à la maison, mettez un feu vert sur le frigo comme quoi ça va bien. Puis si les enfants arrivent, puis papa, il a mis un feu rouge, les enfants, ils vont dire « Ah, ben on va le laisser aller faire son jogging avant de sauter dessus parce que là, il y a un feu rouge. » Ça marche partout, ça. Mais le seul conseil que je peux donner qui est le plus important, c'est ayez confiance en vous. Dans le sens, doutez pas de la capacité que vous avez à élever votre enfant. Vous l'avez fait, vous êtes capable d'en prendre soin. Je me rappelle avoir participé à une conférence avec toi, parce que là, j'aimerais dire, tu sais, des fois, les enfants veulent juste nous plaire, veulent surtout nous plaire, nous faire plaisir. Je me rappelle avoir participé à une conférence où tu disais, arrêtez de vous voir à travers les yeux des autres, ou arrêtez de vous regarder à travers les yeux des autres. Puis je sais que ça fait partie de ton parcours, ça a été une blessure pour toi aussi, c'est quelque chose qui a été très présent. Qu'est-ce que tu ferais, en fait, qu'est-ce qui serait possible pour toi, si tu pouvais changer le passé? Qu'est-ce qui aurait dû être différent pour pas que tu aies à donner ton pouvoir comme ça aux autres ou à te voir à travers les yeux des autres? Oh, wow! C'est une grande question, ça. Une grande question existentielle. Hein? T'écoutes beaucoup, toi, dans les conférences. Hein? Écoute, oui, on a tendance souvent à se voir avec les yeux des autres. C'est-à-dire que Puis je vais vous donner juste un exemple pour que tout le monde se situe, que ce soit à l'école, vous êtes jeune ou plus vieux, ou au travail. Il y a deux personnes qui parlent ensemble, puis là, vous êtes là, voyons, qu'est-ce qu'ils ont parlé, etc. Vous savez pas encore ce qu'ils parlent, tu sais. Ils parlent peut-être même pas de vous, mais déjà, vous êtes ce jugement, tu sais. Et quand on agit comme ça, c'est parce qu'on a le regard de l'autre sur soi qui devient le plus important que son propre regard. Et donc, quand on prend le temps de se regarder, de mettre les pendules à l'heure, puis qu'on sait qui on est, on n'a même plus intérêt à entendre ou à ce qu'il va se dire. Parce que, de toute façon, 90% du temps, des gens qui viennent chez vous, moi, je faisais ça avec ma fille très jeune. Mimi, mets un miroir devant toi. La personne qui s'en vient te dire quelque chose qui est blessante, mets un miroir, c'est à elle. Elle t'a choisi pour se défouler, mais ça te concerne pas. Elle a besoin de fesser sur quelque chose, mais là, bon, c'est toi qui as choisi. Mets un miroir, puis quand elle te parle, souris, parce que dans le fond, elle se parle à elle-même. Mais ne le reçois pas. Accepte pas les jugements des autres. C'est peut-être déjà assez compliqué à le faire soi-même. Donc, se voir avec les yeux des autres, c'est comme changer qui on est pour plaire à l'autre. Ah, il nous voit comme ça ou ben je vais être comme ça. Donc, moi, je suis supposée d'être gentille, d'être fine, de faire plaisir. Donc, je vais m'en aller dans cette voie-là. Puis là, ça me tente pas, mais je vais y aller pareil. Je dirai pas non, là. Je vais dire oui, puis je vais le faire pareil pour être sûre d'être aimée. Ben moi, là, c'est fini, ça. Terminé dans ma vie. Je veux pas. Quand je dis j'en ai pas. Je vais dire oui ou je vais dire non. Demander, il n'y a pas de problème, mais accepter qu'il y a un non aussi. Il peut y avoir un oui, mais il peut y avoir un non.
Et si je le fais, c'est parce que j'ai énormément de plaisir à le faire et parce que ça m'intéresse. Et si je dis non, c'est parce que je pourrais pas être là à 100 Donc, aussi bien pas le faire si on n'est pas heureux de le faire, peu importe. Donc, se voir avec les yeux des autres, c'est s'empêcher d'être vraiment qui on est. Se voir avec ses yeux, c'est dire aux autres, je suis qui je suis. Advienne que pourra, vous me prenez pas. Mais moi, peu importe. Puis si vous portez des commentaires, défoulez-vous. Mais ça va pas m'atteindre. Claire, quels sont tes projets, tes rêves à venir, là? Parle-nous de toi un petit peu. Mes projets, écoutez, là, j'ai plein de choses. J'ai la maison d'édition, qui est une maison numérique. Donc, je fais les voix pour les contes. Ça, c'est nouveau. C'est vraiment le fun. C'est très intéressant. C'est des contes pour enfants. Donc, ça, c'est fascinant. Ça fait longtemps que je voulais faire des voix. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Alors là, je me baigne là-dedans. J'ai mon émission de radio à CJSO. Oui, au 101.7 à Sorel-Tracy. Donc, on peut aller les réécouter. S'ils vont sur le site 101.7 CJSO Sorel-Tracy, vous allez voir à gauche, c'est marqué Réentendre. Vous allez à mon émission, c'est Quand c'est clair, c'est clair. Et là, il y a toutes les émissions qui sont très variées d'ailleurs. Et Lucie Douville est venue. Oui, Lucie, puis elle va revenir là en novembre. Notre rédactrice en chef. Allô, Lucie! Lucie. Puis il y a Marie-Josée Tardy aussi qui fait des entrevues, qui va venir cet automne. Là. Elle va venir le 30 septembre, elle va être en ondes en direct. Alors, je peux y aller aussi, là, au magazine. Je m'invite. Les sujets sont très variés. J'invite les gens qui vivent des choses vraiment passionnantes, des choses qui vont apporter aux gens. Écrivez-moi à CJSO, puis je vais vous inviter. C'est 1 heure d'émission. C'est votre émission. Donc, on n'a pas juste 5 minutes pour déblatérer puis pas avoir le temps de rien dire, là. C'est 1 heure, c'est votre bébé. On échange. J'ai carte blanche. C'est le paradis, là, à CJSO. Je suis très, très, très heureuse d'avoir ça. À part ça, j'ai plein de petits contrats ici et là. Le 25 septembre, j'ai quelque chose de magnifique qui s'en vient avec la Maison à Desmardions. Écoute, je suis très ouverte. Oui. Film, puis mon rêve. Oui, ton grand rêve, Écoute, là. mon rêve, Oui. écoute, il devrait se réaliser. Parce que je me suis fait dire qu'il y a, en quelque part, moi, je suis à Sorel-Tracy, donc 30 000 autour, il y a une maison qui m'attend. Oui. La propriétaire qui travaillait au niveau des herbes, un peu une petite sorcière d'amour, bref, elle est décédée. La maison ne serait pas encore vendue. Et parce que elle voulait quelqu'un qui puisse continuer ce qu'elle faisait. Et je pense que ses enfants actuellement ne sont pas nécessairement intéressés par la maison où elle est située. Bref, je suis supposée d'avoir une petite maison pour moi au bord de l'eau où je vais faire ma massothérapie, où je vais prendre soin des gens, puis voilà, tu sais. Je te souhaite. Oui. Alors, en terminant, Claire, j'aimerais que tu complètes la phrase suivante. Un enfant heureux a besoin de... A besoin de l'amour inconditionnel de ses parents et de tous ceux qui l'entourent. Et du respect également. Quel beau mot de fin. Merci, Claire Péparé.